Je me souviens très bien de ce jour-là, enfin, des jours qui ont suivi plutôt. C'était le genre de pression sourde qui vous saisit sans prévenir. Une sensation que chaque pas, chaque sourire, chaque mot était observé, pesé, jugé. Sainte-Marie-du-Mont est une jolie petite ville, paisible en apparence, mais les regards y sont plus perçants que n'importe quel projecteur de combat. Ils voyaient tout, ou du moins, ils croyaient tout voir. Monsieur Dubois, c'est Marie qui vous aide à vous installer? Jacques, le gérant du bistrot local, m'avait lancé ça un matin en me resservant mon café, un sourire en coin. Le genre de sourire qui en dit long sans rien dire du tout, comme si j'étais un dossier ouvert sur son comptoir. À la quincaillerie, Michel, un homme costaud et taciturne, m'avait dit que Marie était une bonne femme et qu'elle méritait quelqu'un de stable. Une phrase simple, mais le sous-entendu, là, entre les vis et les clous, était lourd comme une enclume. Même Sophie, la maraîchère du marché, m'avait regardé d'un air entendu un samedi, disant que j'avais l'air plus heureux qu'à ma première rencontre. Puis elle avait jeté un coup d'œil à Marie, avec un sourire qui transformait sa remarque en verdict. Personne n'avait dit un mot de travers, non. Mais cette atmosphère, cette certitude que ma vie était devenue un feuilleton local, ça me nouait les tripes. Mon passé, ma carapace, tout ce que j'avais construit pour me protéger, semblait se fissurer sous ce regard collectif. C'était épuisant. J'avais commencé à me rétracter, un peu comme une tortue qui rentre sa tête dans sa carapace. Des petits riens, je pensais qu'elle ne le verrait pas. Moins de dîners ensemble. Des conversations plus courtes, plus légères. Quand Pierre m'a demandé si Marie viendrait à sa première journée de maternelle, j'ai dit peut-être, ce qui dans le langage de Pierre voulait dire non. La nuit, étendu dans le lit, le ventilateur au plafond grattant son air maussade, je me battais avec moi-même. Une voix me disait que je protégeais mon fils. Une autre, que je me protégeais moi-même, sous couvert d'être un bon père. Mon ex-femme m'avait dit un jour que j'avais un talent pour être présent physiquement et absent émotionnellement. Je l'avais haï pour ça. Je me détestais encore plus de savoir qu'elle avait raison. Marie, évidemment, l'a remarqué. C'était une thérapeute, après tout. Et bien plus que ça, elle avait appris à lire la distance que les gens mettaient entre eux et ce qu'ils désiraient vraiment. Elle ne m'a pas confronté tout de suite, non. Elle m'a donné l'espace que je semblais tant réclamer. Et le vide qu'elle a laissé était plus assourdissant que sa présence ne l'avait jamais été. 3 jours sans qu'elle ne frappe à ma porte. Pierre a demandé 2 fois de ses nouvelles. Je lui ai dit qu'elle était occupée par son travail. C'était probablement vrai, mais ça avait un goût de mensonge dans ma bouche. Puis, un vendredi soir, j'ai reçu un message. Une seule ligne. Une amie a un chalet au bord du lac à 40 minutes au nord. Il est libre ce week-end. Pierre peut venir ou non. C'est une invitation, pas un test. J'ai lu ce message 3 fois. Le cœur battait la chamade, entre l'espoir et la panique. J'ai appelé mon ex-femme et lui ai demandé si elle pouvait garder Pierre ce week-end. Ce n'était pas mon tour, mais elle a accepté sans poser de questions. Le samedi matin, j'ai déposé Pierre, suis rentré chez moi et me suis assis dans mon camion pendant 10 minutes avant de répondre à Marie. Je conduis. Le chalet était petit, simple, un peu en retrait de l'eau derrière une rangée de bouleaux. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi. La première heure s'est passée en gestes ordinaires. Décharger les sacs, ouvrir les fenêtres, essayer de comprendre le vieux poêle. Le silence entre nous n'était ni confortable, ni vraiment inconfortable. C'était ce genre de silence qui précède une conversation inévitable, quand personne ne veut être le premier à briser la glace. Nous avons mangé des sandwichs sur le quai tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres. Et puis Marie a posé son assiette et m'a regardé de cette façon qui lui était propre, directe et patiente, comme si elle pouvait attendre le temps qu'il faudrait. J'ai parlé le premier. Je lui ai dit que je m'étais éloigné et que je savais qu'elle le savait. J'ai dit que toute la ville nous observait et ça me donnait l'impression que chaque mouvement était noté, évalué. J'ai dit que j'avais une peur panique d'échouer de nouveau,
pas seulement avec elle, mais avec Pierre, avec la maison, avec l'idée même de pouvoir construire une vie stable. Je lui ai raconté que dans l'armée, les règles étaient claires. On suivait les ordres, on accomplissait la mission, on rentrait chez soi ou pas. Mais ici, dans cette vie civile aux contours flous et aux choix infinis, je ne savais plus quelle était la mission. Je ne savais plus à quoi ressemblait assez bien. Et chaque fois que je m'approchais de quelque chose qui ressemblait au bonheur, une part de moi commençait à compter les secondes avant que tout ne me soit arraché. Marie a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas essayé de réparer ce que j'avais dit ou de le reformuler avec des termes cliniques. Au lieu de ça, elle m'a raconté quelque chose sur elle qu'elle n'avait jamais dit à personne à Sainte-Marie-du-Mont. Avant d'emménager ici, elle avait été en couple pendant près de 4 ans avec un homme qui contrôlait chaque aspect de sa vie. Il choisissait ses vêtements. Il surveillait son téléphone. Il l'avait lentement, méthodiquement, convaincu qu'elle était trop brisée pour survivre sans lui. Quand elle était enfin partie, elle avait conduit 8 heures d'affilée avec juste un sac sur la banquette arrière et s'était installée dans la maison d'en face, celle où j'habitais maintenant. Elle avait tout reconstruit de zéro. Sa carrière, ses amitiés, sa capacité à dormir la nuit sans vérifier 1000 fois les verrous. Et elle m'a dit clairement qu'elle n'avait pas fait tout ça pour devenir le refuge d'un homme. Elle ne serait pas la femme qui aide un homme à guérir juste pour le regarder s'éloigner une fois qu'il se sentirait mieux. L'honnêteté de ces mots m'a frappé comme une douche froide. J'ai compris ce qu'elle disait. Elle ne lançait pas une menace. Elle nommait la chose qu'elle ne pourrait pas supporter une seconde fois. Et dans la nommant, elle me demandait de décider. Pas avec des promesses en l'air ou des grands gestes, mais avec la seule monnaie qui importait entre deux personnes qui avaient toutes deux été brisées. Elle me demandait d'être présent. Pas parfaitement, pas sans peur, juste de façon constante, honnête, avec les 2 mains ouvertes. J'ai regardé le lac, puis elle. Je lui ai dit que je ne pouvais pas promettre de ne pas faire d'erreur, mais que je pouvais promettre de ne pas disparaître. Que quand les choses deviendraient difficiles, je resterais là dans la pièce. Marie a soutenu mon regard un long moment, puis elle a hoché la tête, comme si un contrat venait d'être signé sans papier. Nous sommes rentrés du chalet différents, pas plus bruyants, pas plus ostentatoires, mais plus solides. Marie a commencé à passer des soirées chez moi après que Pierre s'est endormi. On cuisinait ensemble, on se chamaillait pour des petits riens. Comment organiser la cuisine s'il fallait changer les planches du porche ou juste les poncer? Et ces disputes semblaient saines, ordinaires, comme la preuve que tout ça était réel et pas une façade. Pierre a commencé à demander après Marie au petit déjeuner, et je n'ai plus tressailli à l'entendre. Pour la première fois depuis le divorce, la maison de Sainte-Marie-du-Mont ressemblait à ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit. Elle ressemblait à un foyer. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette histoire, la petite ville, les regards, les peurs, et c'était assez surréaliste en fait. Je me revois, vétéran endurci, sans être prêt à affronter n'importe quoi. Et pourtant, un simple sourire de Sophie au marché suffisait à me faire douter de tout. On se prépare à la guerre, on affronte la mort. Mais personne ne t'apprend à gérer le regard des voisins quand tu essaies de reconstruire ta vie avec une femme qui te donne enfin l'impression de pouvoir respirer. C'est absurde, non? Toute cette machine de combat pour se retrouver démuni face à l'amour et au jugement. J'avais l'impression d'être à nouveau un jeune soldat confronté à des règles non écrites que je ne comprenais pas. Le vrai combat n'était pas sur le champ de bataille, mais dans le quotidien, dans les doutes, dans la vulnérabilité que cette femme réveillait en moi. C'était une toute autre guerre, silencieuse et bien plus effrayante par moments. Bref, retour à nos moutons. C'est là que Benoît est réapparu. C'était un mardi soir et j'étais à l'intérieur, aidant Pierre avec un puzzle, quand j'ai entendu une portière claquer de l'autre côté de la rue. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une berline noire garée devant la maison de Marie.
Un homme grand se tenait sur son perron, les mains dans les poches. Marie a ouvert la porte et même de l'autre côté de la rue, j'ai vu son corps changer. Ses épaules se sont rentrées, sa posture a diminué, comme si quelque chose en elle essayait de prendre moins de place. L'homme parlait. Marie secouait de la tête. L'homme continuait de parler. Après quelques minutes, Marie est rentrée et a fermé la porte, et l'homme est resté sur le perron un instant de plus avant de retourner à sa voiture et de s'éloigner. Marie n'en a pas parlé ce soir-là. Je n'ai pas posé de questions. Mais le lendemain matin, je l'ai vue à travers sa fenêtre de cuisine, assise à la table, son téléphone à la main, le regard rivé dessus, comme elle le faisait avant, face cachée, puis relevée, puis à nouveau face cachée. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si ça allait. Elle a répondu un seul mot. Bien. Je savais ce que ce mot signifiait, venant de quelqu'un qui utilisait le langage professionnellement. C'était le contraire. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique qui a ajouté une seconde fissure à une semaine déjà fragile. Un hôpital de Tours m'offrait un poste à temps plein en maintenance des installations. Horaires stables, avantages sociaux, un salaire presque le double de ce que je mettais bout à bout avec mes petits boulots en ville. La représentante des ressources humaines a dit qu'ils avaient besoin d'une réponse sous 10 jours. Je me suis assis sur mon porche arrière, le téléphone à la main, et j'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. Tours était à 3 heures de route. Accepter le poste signifierait retirer Pierre de la maternelle, quitter la maison que je venais tout juste de commencer à réparer et mettre une distance entre moi et la seule personne qui m'avait fait croire que rester au même endroit en valait la peine. J'ai parlé de l'offre à Marie ce soir-là et je l'ai observée attentivement pendant que je lui racontais. Elle n'a pas bronché, elle n'a pas pleuré. Elle m'a posé des questions pratiques, le salaire, les horaires, si le poste incluait un logement. Puis elle a dit quelque chose qui est resté avec moi bien après la fin de la conversation. Elle a dit qu'elle ne serait pas la raison pour laquelle je refuserais une vie meilleure pour mon fils. Et elle ne serait pas non plus la raison pour laquelle j'en accepterais une pire. La décision devait être la mienne, prise pour les bonnes raisons, et elle respecterait mon choix. C'était la chose la plus généreuse que quelqu'un m'ait jamais dite, et cela a rendu le choix infiniment plus difficile. Qu'auriez-vous fait à ma place, sérieusement? Quelques semaines plus tôt, alors que j'étais perdu dans mes doutes, avant le fameux week-end au chalet, il m'arrivait de passer des nuits blanches à repenser à mon père. Il avait cette habitude de dire « Ne fais confiance à personne qui te promet la lune ». Il parlait des marchands sur le marché de ma jeunesse, ceux qui embellissaient la réalité pour vendre leur salade. Mais maintenant, avec la maison de Sainte-Marie-du-Mont, avec Marie, je comprenais ces mots d'une toute autre manière. Le confort, les promesses de stabilité, tout cela sonnait trop beau, trop parfait, et la perfection n'existe pas, ça, je l'avais appris à la dure. Les blessures de la vie, on les porte. On ne les efface pas d'un coup de baguette magique, et la tentation de croire à un conte de fées, même quand on est un adulte endurci, est puissante. Trop puissante parfois. Benoît est revenu un samedi après-midi. Cette fois, j'étais sur mon propre porche quand la berline noire s'est arrêtée. Cette fois, j'ai tout observé. Benoît est sorti de la voiture avec l'assurance lente d'un homme qui croyait encore posséder quelque chose dans cette maison. Il a frappé à la porte de Marie et quand elle a ouvert, il n'a pas attendu d'invitation. Il s'est avancé assez près pour que Marie doive reculer. Je l'ai vu lui prendre la main, non pas agressivement, mais doucement, presque tendrement, ce qui rendait la scène pire, car je reconnaissais ce geste pour ce qu'il était. La possession déguisée en affection. Marie a retiré sa main, mais Benoît a continué à parler, à se pencher, à occuper un espace qui n'était pas le sien. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse suivre. J'étais hors du porche et à mi-chemin de l'autre côté de la rue avant même d'enregistrer mon mouvement. Chaque instinct que j'avais développé au cours de 2 séjours au combat se déclenchait. Protéger, intervenir, neutraliser la menace. Mais quelque part entre mon jardin et le sien, une autre voix a percé. C'était la voix de Marie, au chalet,
me disant qu'elle avait reconstruit sa vie seule, qu'elle avait gagné sa propre force, qu'elle n'avait pas besoin d'être secourue. Et j'ai compris, dans cet instant figé à mi-pas, que si je prenais d'assaut ce Porsche et que je transformais cette situation en une affaire personnelle, ma colère, mon besoin de protéger, ma peur de la perdre, je ferais exactement ce que Benoît avait toujours fait. Je la rendrais plus petite pour me sentir nécessaire. Alors, je me suis arrêté. Je me suis tenu au bord de son jardin, visible mais sans avancer, et j'ai attendu. Benoît m'a remarqué. L'homme s'est tourné et m'a regardé avec une expression mi-amusée, mi-provocatrice. Il a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, adressé à Marie, mais destiné à moi. Puis il a souri. C'était le genre de sourire qui vous met au défi de réagir, qui se nourrit de votre réaction et qui gagne quoi qu'il arrive. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Je suis resté là, comme un mur, présent et inébranlable, et j'ai laissé Marie gérer ce qui lui appartenait. Plus tard ce soir-là, Léna m'a raconté comment elle avait vécu ce moment. Elle se sentait prise au piège, même si elle essayait de ne pas le montrer. La vue de Benoît, la façon dont il s'approchait, tout ravivait cette vieille sensation de claustrophobie, l'impression que chaque recoin de sa vie était sous sa coupe. Quand elle m'a vu de l'autre côté de la rue, elle a d'abord ressenti un élan de soulagement, presque un espoir. Puis, quand j'ai arrêté ma course, une sorte de déception, mais aussi une fierté nouvelle, celle de se dire que cette fois, elle était seule face à lui, sans un sauveur providentiel. Mais quand j'ai pris position à ses côtés, sans un mot, elle a compris. Ma présence n'était pas pour la protéger au sens où on protège une victime, mais pour la soutenir, pour dire « tu n'es pas seul à faire face ». Et ça, c'était le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. Pour elle, c'était comme si je lui avais offert un bouclier, non pas pour l'empêcher de se battre, mais pour la rassurer qu'elle n'avait pas à le faire seule. Quand Benoît est enfin parti et que Marie a traversé la rue, les yeux rouges mais les mains fermes, j'ai ressenti le poids de tout ce qui nous oppressait. Benoît ne disparaîtrait pas. Le poste à tour continuait de tic-taquer comme une bombe. Pierre demandait pourquoi papa avait l'air si soucieux tout le temps. Et cette chose fragile que Marie et moi avions construite, cette relation prudente, honnête, quotidienne, semblait soudain pouvoir se briser à tout moment, sous n'importe quel angle. Je me suis assis par terre dans la chambre de Pierre après qu'il s'est endormi, écoutant son souffle régulier, et j'ai pensé, c'est le moment où tout tient, où tout s'écroule. Et je ne savais pas ce qu'il allait en être. Benoît est revenu une troisième fois. C'était un mercredi, une fin d'après-midi. Pierre était chez mon ex-femme pour la visite de mi-semaine dont nous étions récemment convenus. J'étais dans mon garage, en train de trier des outils, quand la berline noire a descendu la rue et s'est arrêtée devant la maison de Marie. Cette fois, Benoît n'a pas frappé. Il est resté dans la voiture, moteur tournant, et je pouvais le voir à travers le pare-brise, téléphone à l'oreille, regardant la porte d'entrée de Marie comme un homme attendant que quelque chose cède. Marie a dû voir la voiture de l'intérieur, car elle est sortie avant que Benoît n'ait eu le temps de s'installer. Elle a descendu les marches de son Porsche et s'est arrêtée au bord de son jardin, les bras croisés, les pieds ancrés dans le sol. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir que quelque chose avait changé en elle. La femme qui avait rapetissé dans son seuil lors de la première visite de Benoît n'était pas celle qui se tenait sur l'herbe. Cette Marie-là avait l'air d'avoir passé les derniers jours à se souvenir exactement de la femme qu'elle était devenue après avoir quitté cet homme, et elle n'était pas prête à lui en laisser reprendre la moindre partie. Benoît est sorti lentement de la voiture, souriant, parlant avant même que son deuxième pied ne touche le pavé. J'ai pu entendre des fragments de phrases, des mots comme « je veux juste parler »,« tu exagères »,« j'ai fait tout ce chemin ». Le langage d'un homme qui avait appris que la persévérance pouvait être déguisée en dévotion. Marie l'a laissé finir. Puis elle a parlé et sa voix a porté clairement dans la rue silencieuse.
Elle a dit à Benoît que s'il revenait chez elle, elle appellerait la police. Elle lui a dit qu'il n'y avait plus de conversation à avoir. Elle lui a dit que la femme qu'il cherchait ne vivait plus ici et n'avait plus vécu nulle part depuis longtemps. Le sourire de Benoît a pâli. Il a fait un pas en avant et Marie a brandi son téléphone, l'écran face à lui, le pouce planant au-dessus du clavier et a prononcé 3 chiffres à voix haute. Benoît s'est arrêté. J'avais traversé la rue à ce moment-là. Pas en courant, pas en chargeant, juste en marchant avec ce calme délibéré que j'avais appris dans des endroits où la panique pouvait tuer. Je me suis arrêté à côté de Marie, pas devant elle, pas entre elle et Benoît, mais juste à côté, et je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Ma présence n'était pas un sauvetage. C'était une déclaration. Elle disait « Elle n'est pas seule et tu es en infériorité numérique et c'est terminé. » Benoît a regardé Julien, puis Marie, puis le téléphone toujours levé dans sa main. Il laisse rester là un long moment, ce genre de moment où un homme calcule si sa fierté vaut plus que les conséquences. Puis il est remonté dans sa voiture et est reparti. Marie n'a pas baissé son téléphone tant que la berline n'a pas tourné au coin de la rue et disparu. Nous sommes restés un moment dans son jardin après ça, sans parler. Les mains de Marie tremblaient, mais son visage était impassible. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Elle m'a laissé faire et nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que sa respiration se régularise. Puis elle m'a regardé et a dit « Merci ». Pas pour l'avoir protégée, mais pour l'avoir laissée se protéger elle-même. Je comprenais la différence. C'était la chose la plus importante que j'ai apprise depuis mon retour. La date limite pour Tours est arrivée 3 jours plus tard. J'étais assis à la table de ma cuisine, la lettre d'offre étalée devant moi et une tasse de café refroidissant à côté. Les chiffres étaient bons. Les avantages sociaux étaient meilleurs. Sur le papier, c'était le choix responsable, le genre de décision qu'un bon père prendrait pour assurer l'avenir de son enfant. Mais j'avais passé assez de temps à prendre des décisions sur le papier pour savoir que le papier ne tenait pas compte des choses qui maintiennent réellement une vie ensemble. Tours signifiait arracher Pierre de la première école qu'il aimait, de la première chambre qu'il avait appelée la sienne, du premier endroit où il avait dessiné une image de sa famille et y avait inclus quelqu'un d'extérieur. Tours signifiait 3 heures de distance de la femme qui m'avait appris que se montrer n'était pas un grand geste, mais une pratique quotidienne. Et Tours signifiait encore une fois fuir, pas le danger cette fois, mais le travail lent et peu glorieux de construire quelque chose de permanent dans un endroit qui connaissait mon nom. J'ai appelé la représentante des ressources humaines ce matin-là et j'ai refusé l'offre. La femme au téléphone a semblé surprise et m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que oui. Après avoir raccroché, je suis resté avec le silence pendant quelques minutes, attendant que le regret arrive. Il n'est pas venu. Au lieu de cela, ce qui est venu, c'est une clarté que je n'avais pas ressentie depuis avant l'armée, avant le mariage, avant tout ce qui m'avait appris à me méfier de mes propres choix. Je savais ce que je voulais. Je voulais cette maison, cette rue, cette ville. Je voulais les dessins de Pierre sur le réfrigérateur et la voix de Marie dans la cuisine, et le bruit de la porte moustiquaire qui claque les soirs d'été. Je voulais la petite vie. Et pour la première fois, vouloir quelque chose de petit ne ressemblait pas à un échec. La semaine suivante, j'ai postulé pour un poste d'entretien à l'hôpital régional à 20 minutes de Sainte-Marie-du-Mont. Le salaire était inférieur à celui de Tours, mais plus élevé que mes petits boulots, et les horaires étaient stables. Tôt le matin, de retour à la maison en milieu d'après-midi, week-ends libres. J'ai eu un rappel dans les 5 jours. Quand j'en ai parlé à Marie, elle n'a pas dit qu'elle était fière de moi ou que j'avais fait le bon choix. Elle a simplement dit qu'elle était contente, honnêtement, et c'était suffisant. Les choses ont avancé comme les vraies choses le font, sans cérémonie, sans un seul moment décisif. Mais à travers l'accumulation de jours ordinaires qui, rétrospectivement, ont commencé à paraître extraordinaires. Marie a commencé à laisser une brosse à dents chez moi, puis un rechange de vêtements,
puis une étagère de livres dans le salon. Pierre a cessé de considérer sa présence comme une visite et a commencé à la traiter comme un fait. Un matin, le garçon est descendu pour le petit déjeuner, a vu Marie faire des œufs sur la cuisinière et s'est assis à table sans commentaire, comme si c'était sa vie depuis toujours. Je l'ai regardé depuis l'embrasure de la porte et j'ai senti quelque chose se déverrouiller dans ma poitrine, quelque chose que je ne savais pas sceller. On se disputait parfois pour l'argent, l'éducation de Pierre, ou si je prenais trop de corps supplémentaires à l'hôpital. Les disputes n'étaient ni silencieuses ni polies, mais elles étaient honnêtes et elles se terminaient toujours au même endroit, assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine, en parlant jusqu'à ce que la colère se calme et que la compréhension prenne sa place. Marie m'a dit un jour que le conflit n'était pas l'ennemi d'une relation. L'évitement l'était. Je la croyais parce qu'elle le vivait. Quand l'automne s'est installé sur Sainte-Marie-du-Mont, la maison avait changé d'aspect. Les fissures du plâtre étaient comblées, le porche avait de nouvelles planches. La chambre bleu pâle de Pierre avait maintenant une bibliothèque que j'avais construite moi-même, remplie de livres que Marie ramenait de la bibliothèque. Chaque vendredi, le robinet de la cuisine qui goûtait autrefois dans le silence ne faisait plus de bruit, et à sa place, il y avait le son de quelque chose de mieux. Des conversations, des pas, le tintement des assiettes dressées pour trois. La relation de Pierre avec sa mère s'est également stabilisée. Je m'étais efforcé de rendre les transitions plus faciles, en préparant le sac du garçon sans ressentiment, en parlant de mon ex-femme sans amertume, en m'assurant que Pierre comprenait qu'avoir deux foyers ne signifiait pas n'appartenir à aucun des deux. Ce n'était pas sans effort. Il y avait des soirs où Pierre revenait silencieux et renfermé, et je devais résister à l'envie de l'interroger ou de tout arranger. Au lieu de cela, j'ai fait ce que Marie m'avait appris par l'exemple. Je me suis assis avec mon fils, je l'ai laissé parler quand il était prêt, je suis resté là sans rien exiger en retour. Un dimanche matin, fin octobre, j'ai conduit jusqu'à la ville voisine et j'ai acheté une bague. Elle n'était pas chère. C'était un simple anneau en or avec une petite pierre, choisi non pas pour sa taille, mais parce que la femme derrière le comptoir de la boutique d'antiquité avait dit qu'elle faisait partie d'un ensemble qui avait appartenu à un couple marié pendant 52 ans. J'ai aimé ça. J'ai aimé l'idée que la bague savait déjà durer. Je n'ai pas planifié la demande en mariage. Je n'ai pas répété de mots, ni arrangé de décor. C'est arrivé un jeudi soir après le dîner, pendant que Marie faisait la vaisselle et que Pierre dessinait à la table de la cuisine. J'étais dans l'embrasure de la porte, les regardant. Marie avec ses manches retroussées. Pierre fredonnant une chanson apprise à l'école. J'ai senti la plénitude de tout ça. Le poids ordinaire et irremplaçable d'une vie qui était enfin la mienne. J'ai marché jusqu'à Marie, j'ai pris ses mains mouillées dans les miennes et je lui ai demandé de m'épouser. Elle m'a regardé, puis Pierre, puis de nouveau moi, et a dit oui avec la même assurance qu'elle apportait à tout. Pas dramatique, pas larmoyante, juste certaine. Nous nous sommes mariés dans le jardin un samedi début décembre, quand l'air était assez froid pour voir sa respiration, mais pas assez pour rentrer à l'intérieur. Sophie du marché a apporté des fleurs. Jacques du bistrot a apporté un gâteau. Il a juré l'avoir fait lui-même, même si personne ne l'a cru. Michel de la quincaillerie était au dernier rang et a applaudi plus fort que quiconque. Pierre se tenait à côté de moi avec une cravate à clip et tenait la bague sur un petit coussin. Et quand le moment est venu, il l'a remise avec la gravité de quelqu'un qui comprenait, même à 5 ans, que c'était important. Marie a emménagé officiellement la même semaine, bien qu'à ce moment-là, il s'agissait surtout de transporter le reste de ses cartons de l'autre côté de la rue. La maison que j'avais autrefois vue comme un symbole de retraite, un endroit où j'avais échoué parce que je ne pouvais rien me permettre de mieux, était devenue tout autre chose. Elle n'était pas parfaite, le chauffage était peu fiable. La latte du plancher grinçait toujours dans le couloir. Le jardin avait besoin de travaux qui ne seraient probablement jamais terminés, mais chaque pièce témoignait de la vie que nous construisions. Les dessins de pierre scotchés au mur,
les livres de Marie sur les étagères, mes outils alignés dans le garage à côté d'une paire de petites bottes de pluie et d'un ours en peluche qui avait connu des jours meilleurs. Le foyer, j'avais appris, n'était pas un endroit où l'on arrivait. C'était un endroit que l'on construisait en choisissant de rester. Pas une fois dans une grande déclaration, mais chaque jour à travers les disputes et les doutes et les matins où rien ne semblait facile. C'était l'effort honnête, c'était la présence. Et aujourd'hui, je n'en sais rien, vraiment. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me dis que j'ai fait une erreur, que tout ce bonheur est trop fragile, probablement un peu des deux. La vie, c'est ça, n'est-ce pas? Rien n'est tout blanc ou tout noir. Rien n'est parfait. Mais c'est ma vie. C'est notre vie. Et pour la première fois de ma vie, Julien Dubois était exactement là où il était censé être, avec tous les grincements, les doutes et la clarté